Bienvenue à votre podcast CX au quotidien, où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie Tano-Lawson, je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous suivre encore une fois pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je reçois Fred Canevet. Allô Fred, comment tu vas? Très bien. Et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Et pour ce podcast, cet échange. Eh oui, très prête même. Alors Fred, est-ce que tu peux pour notre auditoire te présenter? En fait, c'est très simple. Frédéric Canavet, je suis product manager et responsable des projets digitaux chez Eloquent. Donc, en fait, ça veut dire que je m'occupe de tout ce qui est l'offre chatbot, callbot, voicebot, etc. Et en plus de cela, en fait, j'anime aussi des événements, je participe à des webinaires, je m'occupe du CRM, je travaille aussi sur la génération de leads. Ça, c'est chez Eloquent. En plus de ça, en fait, ça fait plus de 15 ans que j'anime le blog conseilmarketing.com, qui est un blog en fait dédié au marketing B2B, dont l'expérience client, puisque ça fait partie du spectre. Ouais. L'expérience client est devenue vraiment importante et essentielle pour se différencier. Et donc, sur ce blog-là, donc j'aborde plein de sujets, comme à la fois la génération de leads, mais également l'effet waouh qui me tient beaucoup à cœur. Ouais, justement, alors donc notre thème d'aujourd'hui, c'est l'effet wow par l'humain et par les bots. Donc, on réconcilie les deux. Pour toi, c'est quoi l'effet wow? À quel moment on peut dire qu'on fait l'effet wow? Alors, l'effet waouh, c'est en fait lorsque l'on crée une perception dans la tête du client qui est supérieure aux attentes. En fait, c'est très simple. Tu as très simplement un graphique où tu vas pouvoir voir en fait 4 axes. Si en fait tu as une attente importante et que le client a une attente importante et que tu réponds à ses attentes, c'est juste bon, donc le client est content. À l'inverse, si le client a des attentes très importantes et que tu ne réponds pas à ses attentes, alors il va être très mécontent. Si en fait, tout simplement, il a des attentes importantes, moyennes plutôt, et puis en fait, tu réponds au-delà de ses attentes, là, il va faire un effet waouh. Et bien entendu, s'il a de faibles attentes et tu as de faibles attentes, bon, voilà, ça va être juste correct. Et ça, en fait, c'est cet effet, c'est la base de l'effet waouh. L'effet waouh doit vraiment être là pour aller au-delà de ce que s'attend le client. Et pour cela, en fait, il faut d'abord commencer par ce qu'on appelle calculer sa dette ou sa créance d'expérience client. Alors, sa dette ou sa créance d'expérience client, qu'est-ce que c'est? C'est se dire, par rapport à ma promesse, qu'est-ce que le client perçoit? Par exemple, je suis Air France. Les clients se disent, tiens, quand je vais voyager avec Air France, en fait, je vais avoir un bon plateau repas, les hôtesses qui vont être sympas. Si mon bagage il est un petit peu plus grand, peut-être quand même que je pourrais le mettre dans la soute, etc., etc. Donc, j'ai des attentes importantes et forcément, ma perception, si je suis déçu, je serai mécontent. À l'inverse, si je fais appel à EasyJet, à ce moment-là, j'ai des attentes qui sont plutôt faibles et donc, j'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin que répondre uniquement à ces attentes. Et donc, si par exemple mon bagage il rentre pas dans la case, à ce moment-là, je dis oui, qu'est-ce que tu veux? J'ai pris EasyJet. Donc, c'est là qu'il faut en fait vérifier au départ quelle est sa dette et sa créance d'expérience client, parce que sa dette, c'est par exemple, je suis une marque en B2B, le client s'attend à avoir un service premium et puis en fait, je le déçois parce que le service premium n'est pas au rendez-vous. Et donc là, j'ai une dette d'expérience client. Au contraire, imaginons que je suis une autre marque dans le B2B et en fait, j'offre un service super méga premium, sauf que bien sûr, je ne m'y attendais pas et je suis surpris, je suis agréablement surpris, mais sauf que le client, finalement, ça peut ou pas d'importance pour lui. En tout cas, ça ne fera pas la différence. Et là, à ce moment-là, je peux avoir une créance, c'est-à-dire que j'en offre un petit peu plus. Voilà, ça, c'est la base. Donc, déjà, voir quelle est son offre et par rapport à cela, qu'est-ce qu'on va offrir au client? Parce que si je suis EasyJet, en fait, ça n'a aucun intérêt que je fasse un service premium parce que les gens, en fait, ne s'attendent pas à ça. Et au contraire, ma structure de coût va faire que je dois être dans quelque chose qui est plutôt standardisé, qui est plutôt low cost. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans tous les marchés actuellement, enfin tous les marchés matures, tu n'as plus que 2 positionnements. Soit tu es tout en haut et dans le service premium, soit tu es plutôt en bas. Tous ceux qui sont au milieu ont beaucoup de difficultés parce qu'ils ont du mal à avoir des prix importants sans justifier d'un service premium. Et c'est pour ça en fait que beaucoup de marques actuellement dans certains secteurs ont un peu de mal parce que se retrouvent entre les deux. Oui, on est un super service et on n'est pas cher. Mais ça, c'est compliqué. Il vaut mieux plutôt dire je suis un super service et je suis un peu plus cher que les autres que se dire j'essaye de faire le meilleur. En fait, on n'essaie pas d'avoir le meilleur service, mais le meilleur service pour une cible donnée.
Donc ça, c'est la première chose. Créance, effet waouh. Et ensuite, on peut se dire que l'effet waouh peut être soit naturel, soit peut être provoqué. Alors, le premier, en fait, c'est l'effet waouh naturel. L'effet naturel, en fait, souvent, c'est lié aux agents, aux salariés, aux collaborateurs de l'entreprise, parce qu'en fait, ils ont une culture client. C'est-à-dire que tu es capable, en fait, parce que tu es orienté client, d'aller chercher cet effet waouh. Parce qu'en fait, un client va venir te voir et en fait, tu vas tout simplement aller au-delà de ses attentes. Un exemple très simple. J'aime bien citer tout le temps. Je suis allé chez Manson Fleur il y a quelques mois de cela. Donc, C'est quoi? Manceau Fleurs, c'est une petite Oui. boutique de fleurs plutôt low cost. En fait, c'est pas un fleuriste de quartier, c'est plutôt une chaîne de fleuristes et généralement, c'est pas très cher. Ok. Donc, tu vois, je vais dans cette boutique où je m'attends pas à grand-chose, hein, mon souffleur, voilà, c'est pas le petit fleuriste du quartier que je connais, etc. J'y vais avec ma fille de 3 ans et donc je la tiens dans la main et puis on va chercher des fleurs parce qu'on était invité chez des amis. Je commence à faire la queue, ma fille, elle regarde, elle est comme ça, etc. Et puis là, tout d'un coup, il y a la fleuriste qui était à la caisse en train de préparer des fleurs, qui arrive et qui tend une petite fleur violette à ma fille, qui dit tiens, je te donne une petite fleur, ma petite. Et là, elle a gardé la fleur pendant tout le temps. Elle a fait ah, waouh, ma fleur, ma fleur. Bon, après, moi, je suis passé à la caisse, j'ai payé, j'ai pris ma fleur, je dis merci, c'était très gentil. Ma fille est rentrée pendant tout le trajet avec la fleur et quand elle arrive, elle a dit maman, 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 regarde, j'ai une fleur. Ah là. Et donc là, en fait, c'est en fait de l'effet waouh spontané. Parce qu'en fait, s'il y avait de la surprise, il y avait de l'émotion, il y avait de la personnalisation et c'était vraiment quelque chose qui était au-delà de mes attentes. Ça, c'est un petit peu du spontané. Pareil, là encore une fois, j'étais avec mon autre fille qui avait 3 ans cette fois et j'étais justement chez Air France. Et je prenais l'avion en fait pour la première fois. Il y avait ma femme, moi et ma première fille. Et puis, il y a une hôtesse qui vient, qui dit voilà, je peux contrôler vos billets, machin et tout ça. Et c'est là que l'hôtesse, ça me dit, ah, ben, elle a quel âge votre fille? Ah, ben, on me dit, ben, elle a 3 ans. Ah, c'est son premier vol? Oui, bah oui, c'est son premier vol, première fois qu'elle vend l'avion. On dit, ah, bah, très bien. Voilà, bon vol à tous. Elle revient un quart d'heure plus tard avec un petit diplôme. Voici votre premier diplôme de voyageuse. Voici une petite tasse et voici une petite cuillère Air France. Et je dis, ah, waouh! Ah, merci, c'est super sympa. Et depuis, c'est vrai que moi, je me dis, ben, je préfère payer un peu plus cher et aller chez Air France parce qu'en fait, je peux aller, je sais que j'ai un effet au bout, j'ai la confiance et tout ça, puis ils ont créé de l'émotion en moi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet waouh, comment dire, naturel. Et pour cela, en fait, souvent, il va falloir travailler sur la culture client, l'orientation client et faire en sorte que les collaborateurs aient vraiment envie d'aider les clients. Et pour cela, il faut donc soit ça soit naturel. Et donc, en fait, les gens sont plus ou moins orientés clients. En fait, Ok. selon que tu sois altruiste, etc., etc., et ben, en fait, tu vas être plutôt orienté client. Parfois, et ben, en fait, tu as un profil qui peut être très cartésien et pour toi, cette notion d'expérience client, elle est très lointaine. L'exemple typique, c'est quelqu'un qui est, par exemple, dans un service informatique, qui fait du support client et qui est là pour appliquer la procédure. Et parfois, en fait, en essayant de défendre l'entreprise, il peut en fait, à l'inverse, nuire à l'expérience client. Imaginons que, ben voilà, j'appelle mon entreprise d'assurance et qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai ma fille, par exemple, peu importe, un problème. J'ai pas souscrit au bon forfait ou j'ai pas souscrit au bon truc ou ma police d'assurance s'est arrêtée il y a 3 semaines. Il me dit ah, non, désolé monsieur, il fallait souscrire à telle police d'assurance. Vous n'avez pas déclaré ça dans les 3 jours. Désolé, on peut rien faire pour vous. Il fallait redéclarer avant. Merci, au revoir. Le client, enfin l'employé a l'impression d'avoir fait son travail Mhm. parce qu'il a appliqué le règlement, parce que c'était comme ça, c'est le client qui s'est trompé. Et puis voilà, le client, il dit, ah putain, c'est moi qui ai fait l'erreur, je me suis fait avoir, mais bon, c'est de ma faute. Mais en même temps, il va se dire, ah, plus jamais je commanderai avec cette boîte-là, quoi. Je vais prendre une autre boîte qui sont un peu plus sérieuses, etc. Et là, en fait, c'est un manque de culture client des collaborateurs. Et c'est pour ça, en fait, qu'il existe plusieurs techniques. Il y a par exemple le COS, Customer Orientation System, qui est en fait Mhm. un système en fait, de notation qui a été inventé par Daniel Ray et Guillaume Antonietti à Grenoble, qui sont 2 chercheurs, qui Ok. permet justement de mesurer l'orientation client d'une entreprise et savoir en fait quelle est la culture client et quel est en fait le gap. Et ça peut même aller jusqu'à une analyse de l'orientation client des managers, des directeurs, des collaborateurs et savoir qui il faut coacher en fait sur l'équipe. Leur système a également été dupliqué pour ce qu'on appelle le cost recrutement. Le cost recrutement, c'est quand tu recrutes une personne, par exemple, au service client, au marketing, tu peux t'assurer
que la personne a véritablement une orientation client. Ouais. Et ça, en fait, ça permet justement d'avoir les personnes qui sont orientées sur cet effet wow. Donc, cette orientation naturelle nécessite vraiment de travailler sur un programme de culture client. Et moi, j'ai un excellent exemple qui est Geodis. Geodis, comme ça, a mis en place un programme. Geodis, c'est un transporteur de colis B2B et B2C en France. Ah, d'accord. Et donc, en fait, ils avaient en fait ce qu'ils appelaient une culture SAV. C'est-à-dire que dans les agences régionales, en fait, les gens étaient sur les quais, ils étaient avec leur téléphone portable vissé sur l'épaule toute la journée, puis ils disaient ouais, le colis, je sais pas où il est, attendez, je vais regarder, puis ils se baladaient, ils appelaient les chauffeurs et tout ça, tout ça. Donc c'était une culture qui était plutôt, on va dire, SAV. On n'était pas là pour enchanter le client, mais bon, on répondait aux clients. Et ils se sont dit non, on ne peut plus continuer là-dessus parce qu'en fait, nous, nos clients, ils sont à un niveau d'exigence qui sont de plus en plus importants. Et quand on voit des concurrents comme Amazon, comme d'autres marques, en fait, qui ont une expérience client, eh ben, il faut qu'on travaille cette expérience client. Donc, ils ont travaillé sur plusieurs axes. Ils ont identifié 7 points. Par exemple, la facture, par exemple, le dernier kilomètre, etc., etc. Et un des points a été justement de travailler le service client parce que ils ont fait une étude en disant pourquoi vous ne recommandez pas d'autres marques et pourquoi vous recommandez notre marque. Et à chaque fois, donc en premier, c'était bien sûr la qualité de service, mais en deuxième, c'était la qualité du service client. C'est-à-dire que le service client faisait que les gens recommandaient ou pas le service. Donc, ils ont fait un programme qui était vraiment ambitieux. C'est-à-dire que tous les gens des centres de contact régionaux sont montés pendant 2 jours à Paris pour avoir en fait une formation à pourquoi l'expérience client c'est importante, comment ça marche, etc., etc. 2 jours, donc sortir du quotidien. Ensuite, ils ont eu un serious game qui leur permettait de prolonger en fait cette formation pour s'entraîner à répondre à un client difficile, etc., etc. Ils ont ensuite un programme de coaching par leur manager qui disait, voilà, on va faire 1 ou 2 écoutes par semaine ou par mois et une analyse d'un email ou d'une conversation téléphonique. Et donc, ça permettait de se coacher, de se motiver, etc. En complément de ça, ils ont vu aussi qu'ils avaient un problème sur l'orthographe. Or, l'orthographe était quelque chose d'important. Et donc, en fait, ils ont fait monter en compétence les collaborateurs du service client sur la partie orthographe avec la certification Le Robert. Et donc, ça a motivé toutes les équipes, et même des équipes, on se dit, on se challengés, ouais, il faut que j'ai des meilleures notes sur le Robert, etc., etc. En complément de cela, en fait, ils ont fait appel à Élu Service Client de l'année, qui est un concours en fait en France, qui est très connu et qui permet en fait de motiver et de faire un point d'orgue et de mettre en lumière au moins 1 fois par an les services clients. Parce qu'en fait, pendant une période, je crois que c'est de 1 mois, les personnes de Élu Service Client de l'année appellent en faisant passer pour des clients et en fait appellent le service client au téléphone, par email, par chat, et ils notent en fait la conversation, la qualité de réponse, la suivi du script, la suivi des besoins, ce qui permet en fait à l'entreprise donc de se mesurer par rapport à ses concurrents, parce qu'en fait, ils interrogent plusieurs personnes d'un secteur d'activité et ils font un benchmark entre vous et le meilleur. Et ensuite, en fait, ils vont comparer également par le meilleur de tous les secteurs. Par exemple, en France, c'est la Maïf, etc., etc. Et ça permet donc, 1, de se benchmarker, 2, de créer un point d'orgue en fait dans le service client, de le remettre en lumière et de motiver les collaborateurs. Ouais, il faut qu'on fasse un truc, il y a lire service client de l'année, il faut qu'on travaille sur nos emails, il faut qu'on travaille sur ceci, etc., etc. Et donc, Geodis est passé d'une note, je crois, de 7 ou 8 ou 10 sur 20 à une note de 14, 15, 16, 17 et d'aller challenger les meilleurs. Et de plus en plus de marques, en fait, en France font ça. Ils utilisent ce système d'élu service client de l'année pour se benchmarker. Alors, ça coûte, je crois, 10, 15 000 euros, un truc comme ça. Mais en fait, il y a tout un système. Il y a même un rituel, c'est-à-dire que à partir du moment où on arrive au moment annuel des enquêtes, en fait, ils reçoivent par la poste un coffret avec des drapeaux, des autocollants, des chapeaux, des goodies. Et donc, en fait, comme ça, il y a une motivation. Et en fait, après, il y a la soirée élue service client de l'année où les services clients vont tous ensemble assister à cette journée-là. Enfin, pas tout le monde, mais les représentants. Par exemple, Geodis, je crois qu'ils sont une petite dizaine. Et donc, ils montent sur scène en disant, voilà, le meilleur service client dans la catégorie transport, c'est machin. Et là, c'est ouais. Et même, ils font ça à distance où tu peux, en fait, voilà, ça crée un événement. Et ça, en fait, ça fait partie de cet effet waouh que l'on peut retrouver également dans le livre, en fait, Ces moments qui comptent. Pour moi, qui est vraiment le livre le plus important à lire si on veut créer un effet waouh, c'est Ces moments qui comptent. C'est un bouquin qui permet, en fait, de modéliser, en fait, une bonne expérience client. Donc, Ces moments qui comptent, un livre qui a été créé par les frères Is, Dan et Dan Is, par exemple. Et en fait, c'est un bouquin qui explique que l'effet waouh peut être programmé.
et ne pas être juste comme ça, comme je dis, naturel, spontané. L'effet spontané, c'est ce que j'ai dit juste auparavant, comment faire un effet client. Et en fait, ce bouquin-là, justement, est important parce qu'il explique justement que l'effet waouh peut être programmé. Alors pour cela, donc, il faut justement passer d'une culture SAV à une culture client. Donc là, en fait, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont créé un moment. Ils sont sortis du lot, ils sont allés au siège. Il y a eu une communion, c'est-à-dire qu'en fait, ils étaient ensemble. Ils se sont rendus compte de quelque chose et il y a eu vraiment une élévation, cette élévation et cette personnalisation. Et en fait, ils se sont rendus compte, ah ouais, il y a quelque chose. Et là, en fait, on a vraiment un avant-après. Et quand il y a cet avant-après, et après un suivi qui montre que ce n'est pas juste des mots, mais c'est véritablement quelque chose qui compte et la direction est vraiment impliquée dedans, les gens disent, ah oui, il y a quelque chose. Donc ça, c'est aspect effet culture client. Mais ce bouquin insiste aussi sur le fait que tu peux programmer l'effet waouh. Par exemple, dans le domaine en fait de l'énergie, tu peux améliorer fortement la satisfaction client en ajoutant un tout petit truc à ton script d'appel. C'est-à-dire qu'à la fin, dans des entreprises comme Enedis, Engie, etc., les employés sont formés pour dire « Ah, au fait, est-ce qu'on peut prendre 2 secondes pour vous aider à maîtriser votre consommation d'énergie ?» Et à la fin, en fait, le collaborateur va dire bah, « Tiens, vous avez un congélateur, vous avez ceci, est-ce que vous savez que si vous diminuez d'1 degré, vous pouvez faire cela, si vous dégivrez de blablabla. » Et ça, en fait, ça permet d'augmenter la satisfaction moyenne de tous les clients qui ont cet effet, ce petit coaching derrière sur l'énergie. Pareil, on a un client qui s'appelle la MNT, la Mutuelle Nationale Territoriale, qui est en fait une mutuelle qui s'adresse aux agents de mairie, des conseils généraux et tout ça. Et en fait, eux, ils ont mis en place ce programme donc d'effet waouh programmé. Ils appellent ça en fait un programme qui permet de faire un effet waouh provoqué. C'est-à-dire que lorsqu'il y a, ils appellent ça la relation client attentionné. C'est intéressant, c'est la relation client attentionné, c'est-à-dire que je vais porter de l'attention et de l'aide en fait à la personne au téléphone. Le but en fait, c'est d'aller au-delà du simple service de la personne et de lui donner un conseil en plus sans que ça coûte de l'argent à l'entreprise. Parce qu'en fait, créer un effet waouh, bien sûr, c'est bien, mais il ne faut pas que ça coûte cher à l'entreprise parce qu'il faut que ça soit dans les process et il faut que ça soit rentable. Et donc, leur relation client attentionnée, c'est très simple. Une personne, en fait, elle appelle donc la MNT. Par exemple, je viens d'avoir des jumelles. Tu dis voilà, bon, bah là, je vous fais une déclaration. J'ai 2 filles, maintenant, j'ai eu des jumelles. Est-ce que vous pouvez les inscrire sur ma mutuelle? Et là, en fait, l'agent, dans son script, il a été formé à dire que, vous savez qu'en France, si vous avez des jumelles, vous avez le droit à 20 heures d'aide ménagère à consommer dans les 6 mois. Et donc, en fait, vous avez juste à contacter telle agence, et en fait, vous pourrez bénéficier de cette aide. Et là, en fait, ça fait de l'effet waouh. Et en fait, cette relation intentionnée, c'est une liste d'une dizaine ou une quinzaine de gestes, en fait, qui sont justement sur cette attention qu'on apporte au client, qu'il surprend et qui permet, en fait, de créer un effet waouh. Un autre exemple, un de nos clients qui s'appelle Prévoir met en place des campagnes d'appel proactifs. C'est-à-dire qu'ils ont 3, 4 campagnes d'appel proactifs à certains moments de vie, un moment de vérité du contrat d'assurance du client. Par exemple, ils ont un programme qui s'appelle Direction Retraite. 2 ans, en fait, 1 an et demi, 2 ans avant le début de la retraite de la personne en France, il y a un conseiller qui appelle, qui dit bonjour, voilà, vous allez bientôt partir en retraite. Là, je suis là pour vous conseiller un petit peu sur la partie mise en retraite. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous avez prévu ça? Est-ce que vous prévoyez ici, etc., etc. Et est-ce que vous voulez après qu'un agent de notre société d'assurance se déplace chez vous pour discuter un peu plus. Et là, c'est de l'effet waouh. Et grâce à ça, non seulement il y a un effet waouh parce que le client est content, mais en plus, pour eux, c'est plutôt bénéfique parce qu'en fait, la personne, elle va, plutôt que d'aller prendre son argent qui est placé généralement dans des fonds de retraite, machin, etc., que ça soit que le client demande à son banquier ou à n'importe qui de les placer, et ben, c'est la société Prévoir qui va gérer cet argent. Donc, c'est un vrai effet waouh. Pareil, ils font de l'appel proactif aussi sur ce qu'ils appellent des campagnes balais, qui sont en fait sur des clients qui sont professionnels, des courtiers, etc., qui sont vraiment sursollicités et qui sont vraiment souvent recherchés par la concurrence. Ce qu'ils font en fait, c'est que
ils font des appels proactifs comme ça pour dire, bon voilà, c'est l'accueil de bienvenue. Bonjour, vous venez d'arriver dans notre société d'assurance. On voulait savoir un petit peu comment ça se passait, tout va bien pour vous, etc., etc. Donc, un appel proactif comme ça qui permet de faire en sorte que la personne, ah, waouh, merci, c'est super gentil. Ah oui, tout se passe bien. Est-ce que vous pensez faire ça? Donc ça, cet aspect, on peut le programmer. Un autre exemple, dans l'e-commerce, juste après en fait un achat, il y a de plus en plus d'entreprises qui envoient ce qu'on appelle un message vocal. Un message vocal, c'est tout simplement un message qui est déposé sur ton répondeur téléphonique sans que celui-ci sonne. Donc, tu es chez toi, tout d'un coup, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui m'a laissé un message, tu écoutes le message, et en fait, c'est un message qui est enregistré comme si c'était une personne qui t'appelait, qui dit bonjour, je suis Véronique de la société Bidule, vous avez commandé chez nous il n'y a pas très longtemps un produit. Vous savez que si vous avez besoin d'aide, vous pouvez contacter notre service client à tel truc. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous laisser un avis si vous êtes content du produit. Il suffit d'aller sur tel site. Et ils se sont rendus compte que, ça permettait en fait d'avoir plus d'avis clients. Plus d'avis clients positifs, ça veut dire plus de clients par la suite. Et deux, ça accélérait la deuxième commande. C'est-à-dire que les gens se disaient, ah ouais, c'est du service, ils s'occupent de moi, ils pensent à moi, etc., etc. Alors que c'est un message enregistré, générique. Et en fait, ça faisait que les gens se disaient, ouais, on me considère comme un client. Et ça faisait une accélération, je ne sais plus combien, du temps en fait de deuxième commande. Donc ça, cet effet programmé. Et cet effet programmé, il est à la portée de tous. Je te donne un exemple. Moi, en fait, tu sais, j'ai écrit mon livre qui s'appelle Le Growth Hacking, qui est un bouquin en fait sur le growth hacking. Pirater sa croissance. Alors, c'est un bouquin en fait de marketing qui explique comment en fait on va pirater sa croissance. Et en fait, ce bouquin-là, au départ, en fait, quand il y a des gens qui me le commandaient parce qu'il est en vente sur mon site internet conseilmarketing.com, au début, en fait, les gens quand même le commandaient, une version dédicacée. Qu'est-ce que je faisais? Voilà, je prenais une enveloppe craft marron, je faisais une petite dédicace sur la première page et puis je l'envoyais. Et puis après, je me dis, Fred, quand même, tu prônes l'expérience client, tu prônes l'effet waouh, tu pourrais un petit peu quand même montrer comment faire, quoi. C'est pas possible. Cordonnier mal chaussé. Voilà. Et en fait, je me dis, tiens, réfléchis au moment de vérité du parcours client de l'acheteur de ton bouquin. Alors, il y a tout ce qui est avant-vente, mais la partie avant-vente, généralement, elle est plutôt bien faite parce qu'il y a une page de vente, il y a un chat et tout ça. Par contre, je me dis, travaille sur les moments de vérité. Quand tu reçois ton bouquin, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quand le facteur te tend l'enveloppe ou quand tu ouvres ta boîte aux lettres. Deuxième chose, tu ouvres le livre, enfin, tu sors le livre du package et tu regardes la dédicace. Et puis, voilà, ça, c'est les moments les plus importants. Je me suis dit, Fred, comment tu peux faire pour que ça fasse un effet waouh? La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai pris, en fait, je te montrerai tout à l'heure. Tiens, j'ai des petites enveloppes matelassées. Tiens, je vais te les sortir tout de suite, bouge pas. Ok, d'accord. Voilà, on va être en live. Ok. Donc ici, tu vois, ça c'est mon bouquin comme je l'envoyais auparavant. Okay. Donc un bouquin papier, voilà, avec sur la première page, tu vois, juste une dédicace classique. Ouais. Et en fait, je me dis, Fred, il faut vraiment que tu travailles cette expérience client. Et j'ai commencé par prendre une enveloppe matelassée, tu vois, dorée comme ça. Okay. Et là, en fait, quand la personne, elle reçoit son bouquin, elle se dit, ah, mais c'est quoi déjà? Ah oui, c'est vrai, c'est bouquin conseil marketing. Ou alors son facteur. Des fois, les gens me disent, ah, mon facteur m'a apporté ça, et puis il m'a dit quoi? Vous avez eu un trésor, vous avez gagné un concours, etc., etc. Okay. Sur ici, le timbre, j'ai également imprimé en ligne un timbre où il y a marqué félicitations ou un truc comme ça. Et donc, en fait, ça fait un petit effet waouh. Tu vois, c'est un timbre en fait que j'ai imprimé en ligne. Alors là, il n'est pas en couleur parce que j'ai plus de cartouche, mais toi, c'est un petit timbre ici qui a marqué, hop, je ne sais pas si tu le vois. Pas encore. Recule un tout petit peu, peut-être. J'essaie de te montrer. Il y a marqué félicitations. Okay. On ne le voit pas, mais bon, on comprend. Voilà, ici, oui, là, on le voit. Oui, d'accord, je vois. Félicitations. Ouais. Et donc, tu vois, ce truc-là, il est sur le bouquin et donc, sur l'enveloppe, il est marqué félicitations avec un paquet cadeau. Les gens disent, ah, mais c'est quoi ce truc-là? Okay. Donc, ensuite, j'ouvre le bouquin, waouh, je le sors, je vais sur la première page, j'ai ma dédicace. Et je me suis dit, Fred, qu'est-ce qui pourrait faire que tu pourrais faire un effet waouh? Ça serait un petit dessin. Ouais. Le problème, c'est que moi, je ne sais pas dessiner. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai volé à ma fille au début et ensuite, je l'ai fait moi-même, des autocollants de pirates. Tu vois, comme ça. OK. Et donc, en fait, j'ai des autocollants de pirates. Pour les femmes, j'ai des autocollants de sirènes. Et donc, en fait, hop,
À chaque fois, en fait, je mets un petit autocollant avec un petit mot personnalisé en disant bienvenue dans la guilde des gros hackers et un petit Ok. autocollant là-dessus. Et donc, en fait, il y a ça. En plus de ça, donc je me suis dit, Fred, comment tu peux faire en fait cet effet waouh sans que ça te prenne du temps, de l'argent, etc. J'ai Mhm. commencé à faire un marque-page avec soit un conseil personnalisé, soit en fait un conseil générique, mais qui peut s'adresser à la personne. Donc j'avais commencé par un grand marque-page qui était aussi grand que ça. Et je me suis dit, Fred, tu passes beaucoup de temps à écrire le truc. Je suis passé sur un plus petit format où je mettais un conseil au lieu de 3 conseils. Je mets 2 petits autocollants dedans et j'envoie un petit message là-dessus. Et en plus, pour améliorer, bien sûr, rendre la rentabilité de ça, généralement, quand je fais un conseil comme ça, après, je le filme et je le mets sur TikTok, sur Instagram, parce que ça me permet de réutiliser ce petit conseil ailleurs. Ok. Donc, tu vois, je fais ça. Et puis ensuite, donc la personne, elle ouvre son bouquin, elle a sa dédicace, elle a le texte, Mhm. elle a le petit autocollant, elle a le marque-page qui est là avec des conseils écrits à la mano. Et je me disais, waouh, c'est bon, l'effet waouh, il est Ok. bon. Et c'est là qu'en fait, un de mes amis m'a dit, Fred, tu sais aussi qu'il y a un truc qui est important, c'est la dernière page. C'est quand les gens ont écrit le bouquin et lu tout le bouquin en entier. Je dis, ah ouais, c'est vrai. Et en fait, depuis, grâce à lui, sur la dernière page du livre, ici, j'écris généralement une petite dédicace et je dis bravo pour avoir lu tout le bouquin. Si Mhm. jamais tu fais une critique sur Amazon ou sur LinkedIn, je t'offre un petit cadeau surprise. Et donc, j'offre une formation vidéo, un truc comme ça. Donc, c'est pour te montrer Ok. que cet effet waouh, il n'est pas impossible à créer, il faut juste le programmer. Un autre exemple qui est indiqué justement dans ces moments qui comptent, le bouquin que j'adore en fait, qui est des bouquins d'Effer Is. Moi, je l'écoute en Mhm. livre audio, hein, mais Ok. il existe aussi en livre papier. Il donne l'exemple en fait de The Magic Castle Hotel. The Magic Castle Hotel, c'est l'un des 10 premiers hôtels à Los Angeles sur plus de 500 hôtels. Et pourtant, cet hôtel-là, il paye pas de mine. Si tu regardes les photos, Magic Castle Hotel, tu verras en fait que cet hôtel-là, il est plutôt pas terrible. Et il est tout jaune. La piscine est toute petite. Mais ils ont créé des effets waouh programmés. Le premier effet waouh, qui est un effet waouh correct, c'est que tout simplement, tu peux emmener tes fringues au pressing et ils te les renvoient directement nettoyées. Mais pas juste dans un sac. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un petit brin de lavande et tu as un petit mot et écrit manuscrit. Ah, voici vos vêtements, bonnes vacances. Ça, c'est un premier truc. C'est vrai que c'est pas mal. Le deuxième truc, c'est l'effet waouh. C'est qu'en fait, ils ont près de la piscine un téléphone rouge. Ce téléphone rouge, les enfants peuvent appeler et disent, et là, il y a quelqu'un qui répond et qui dit, Popsicle All Time, bonjour, que puis-je faire pour vous? Et c'est une personne en fait de l'accueil qui prend la commande de glace pour les enfants. Et les enfants peuvent dire, ah bah moi je voudrais une glace à la fraise, à la vanille et tout ça. Et à ce moment-là, tu as une personne de l'accueil qui arrive avec des gants blancs et un petit plateau et qui sert les enfants. Et en fait, les enfants, ils adorent ça. Et ils ont créé cet effet waouh. Au lieu de mettre en fait des congélateurs près de la piscine avec des glaces, non, ils ont créé un effet waouh parce que les enfants peuvent appeler, le serveur arrive et il leur donne tout de suite les glaces. Tu vois, c'est ça en fait l'effet waouh. Tu peux le programmer et faire en sorte que ça fasse un effet waouh. Et justement, pour en venir aux bots, les bots Oui. aussi. Mais attends, alors, avant qu'on passe au bot, moi aussi, je veux résumer là. La première chose qu'il faut faire, c'est d'abord connaître son client, Oui, avoir une proposition de valeur qui est claire, donc que le oui. client, parce qu'on crée l'attente chez le client et Mhm. s'assurer de minimalement réussir à combler cette attente-là qu'on crée chez le Oui, on client. fera jamais d'effet waouh si on ne répond pas aux attentes minimales. D'accord? Et ensuite de ça, il faut aller un peu plus au-delà de ça, en fait. L'effet wow, c'est Ouais. s'assurer que on connaît les moments de vérité de notre client, puis qu'on les rend magiques. Est-ce que je peux dire ça comme ça? Ouais, tout à fait. Parce qu'en OK. fait, beaucoup trop d'entreprises, en fait, se concentrent sur ce que dans le livre, c'est le moment qui compte, qui parle ça, sur les trous d'expérience client. Parce qu'en fait, les entreprises, elles cherchent avant tout à se dire, ce qu'on va faire, c'est fluidifier le parcours client, que le client il reçoive sa facture dans les temps, que finalement il puisse répondre à moins de 10 secondes au téléphone, qu'on puisse avoir par exemple une réponse en 24 heures, etc., etc. Sauf que c'est très bien de répondre aux attentes et c'est essentiel. C'est très bien en fait de réduire les puits, ce qu'ils appellent les puits d'expérience client, c'est-à-dire là où ça va très mal, mais qu'il Mhm. faut surtout pas se concentrer là-dessus, qu'il faut créer des pics. Un exemple que j'aime bien utiliser. Il n'y a pas très longtemps, je suis allé à Disney avec ma famille.
Donc, en fait, on était à Disney, on est arrivé à Disney et en fait, je suis à peine arrivé à Disneyland Paris. Tu arrives, tu gares ta bagnole, 30 balles de parking déjà, 30 euros de parking en plus de ta journée. Ok. Tu fais la queue à l'entrée. Tu dis, oh là là, putain, la queue. Ensuite, tu arrives, enfin, tu te précipites au fond du parc pour aller faire les manèges les plus intéressants tant qu'il n'y a pas trop de foule. Et donc, tu fais un Space Mountain et là, waouh, c'est génial. Le parking et tout ça, tu mets 5 sur 10 en note. Space Mountain, tu mets 8 sur 10. Okay. Ensuite, tu vois, il y a ma fille qui demande une glace. La glace, 5 euros la glace. Tu dis, wow, bon, ok, d'accord, je te file une glace, fais attention. Et là, plaf, le truc qui était mal foutu, la glace devait peut-être fondue, etc. Elle tombe par terre. Et là, tu dis, oh la vache, les glaces sont par terre. Oh là là, c'est pas bien foutu ce truc-là. Et en fait, tu dis, bon, tiens, je vais t'en racheter une autre, etc. Et là, en fait, justement, le personnel, au lieu de te dire, ah, vous venez de la faire tomber, je vous en offre une autre, eh ben, tu dois refaire la queue et tu vas devoir en racheter une autre. Donc là, tu dis expérience client 3 ou 4, quoi. Okay. Après, tu as une photo avec Minnie, avec les filles. Ah là, parce que j'ai 2 filles, elles sont, ah ouais, super, on a vu Minnie, etc. Tu dis, waouh, 8 sur 10. Ensuite, en fait, tu as, par exemple, encore 2-3 attractions, tu fais 7 sur 10, 8 sur 10, etc. À la fin de la journée, tu as la parade. Mais souvent, tu connais Disney comme moi, quand tu vas à la parade, tu dois attendre 1 heure avant que la parade commence. Donc, tu es de boutique à boutique. Tu as les enfants qui disent, ouais, je veux ci, je veux ça, machin, et t'attends, il fait chaud, tu n'as pas de quoi t'asseoir, parce que dans ces trucs-là, tu n'as pas de quoi t'asseoir. Et je te dis, bon, alors, quand est-ce qu'elle arrive, cette parade? Bon, et là, tu te dis, oh putain, 3 sur 10 encore. Et après, tu as la parade qui arrive, et là, c'est coucou, machin, et puis après, tu as le feu d'artifice. Ouais, c'est bien. Puis à la fin, tu dois reprendre ta bagnole, tu es dans les embouteillages, tu te dis, oh là là, j'aurais dû partir plus tôt, j'aurais pas dû rester si tard que ça. Et tu dis, allez, 3 sur 10. Et en fait, il faut savoir que dans tous ces parcours, donc l'arrivée, 4 sur 10, Space Mountain, 8 sur 10, la glace, 3 sur 10, le mini, 9 sur 10, l'autre attraction, 8 sur 10, ton expérience client de la journée, c'est pas la moyenne de toutes ces notes-là. Ton expérience client de la journée, c'est la moyenne des moments les plus importants. C'est-à-dire que ce qui était plus important, finalement, c'était Space Mountain qui était génial au départ, c'était la photo avec Minnie et c'était la parade et le feu d'artifice. Et par contre, 2 moments qui ont été vraiment nuls, c'est la glace à 5 euros qui est tombée, la personne qui m'a pas donné, qui m'a pas dit tiens, je vous offre la glace, et peut-être à la rigueur, allez, bon, c'est à peu près tout dans le souvenir. Donc en fait, la moyenne, c'est pas 4 sur 10 du parking, 2 sur 10 des embouteillages à la fin, la glace et tout ça, plus le truc. Non, la moyenne, c'est 3-4 moments clés. Et ces 3-4 moments clés, c'est ça qu'il faut pas louper. Donc, la moyenne de mon expérience, c'est pas 5,75 par exemple, parce que je fais la moyenne de tout, mais c'est les 3-4 moments importants et le moment qui a été négatif. Et donc, l'objectif, c'est justement de créer un pic et créer ce pic d'expérience lors d'un moment. C'est ça qui compte. Et dans le bouquin, quand j'offre le bouquin avec ça, c'est que j'ai repéré le moment où je peux créer un pic d'émotion. Et pour cela, il faut que ça soit, dans les process de l'entreprise, pour pas que ça soit quelque chose qui soit exceptionnel, qui soit compliqué à mettre en place. Donc, 2, il faut que ça soit simple à mettre en place et que le conseiller comprenne pourquoi il le fait et pourquoi on le fait, et que ça coûte pas trop cher, parce qu'en fait, autrement, si je pourrais très bien mettre, je sais pas, un ticket de loto, ou je pourrais mettre un billet de 50 euros dans le truc, mais c'est pas rentable. Il faut que ça soit rentable dans l'entreprise, à la fois en termes de temps et d'argent. Et c'est comme ça qu'on fait de l'effet waouh, parce qu'on va pas juste réduire les trous et fluidifier l'expérience client, mais il faut créer des sommets et faire en sorte qu'il y ait un truc qui soit mémorable. Et c'est ça, en fait, qui fait que on aura une marque qui va faire un effet waouh, parce qu'on aura répondu aux besoins minimums, on aura réduit les trous et on aura créé des pics. Ok, donc les moments de vérité, ce sont les plus importants. Exactement. Et voilà, et c'est pour ça, et moi je me bats dans toutes les entreprises et dans toutes les conférences que je fais pour dire pensez effet waouh. Et trop de gens disent non, mais l'effet waouh, c'est inaccessible. Je dis non, l'effet waouh, c'est accessible. Soit tu le fais donc en spontané avec tes collaborateurs, soit tu le fais en programmé. Et je pense que le plus simple, en fait, c'est faire du spontané, du programmé, en identifiant en fait les moments qui sont importants. Et par exemple, l'appel proactif, le SMS sur le portable, ça en fait, c'est un moment de vérité que tu peux programmer. Et c'est la clé pour avoir une expérience client différenciante face aux concurrents.
Alors, parlons un peu des bots, parce que oui, notre sujet d'aujourd'hui, c'est avec les humains et avec les bots. Alors là, tu parles de créer un effet wow, tu parles d'humaniser au maximum Oui. l'expérience que le client a quand c'est le moment de vérité. Comment est-ce que le bot, il arrive à faire ça? J'ai un Alors, peu en fait, l'idée, mais pour les gens. c'est extrêmement simple. C'est que les gens ne veulent pas forcément parler à un humain. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entreprises n'ont pas compris. Beaucoup trop d'entreprises se disent, bah, si je veux créer un effet waouh, eh bien, en fait, il faut que j'ai un humain, il faut que j'ai un service client. Mais le best service is no service. Tu vois, OK. c'est le meilleur service, c'est quand la personne n'a pas besoin d'appeler le service client. Et en Mhm. fait, pour cela, il y a deux, trois trucs qui comptent. Un, la réactivité et la qualité de la réponse. Et en fait, il y a justement, il y a un bouquin qui a été écrit par la personne du service client de Captain Train qui disait que s'il y a une chose qui peut créer un effet waouh, c'est qu'en fait, on réponde rapidement au client. Et donc, en fait, le bot, il est là pour ça. C'est-à-dire qu'il va offrir un premier niveau de réponse où on peut avoir une réponse 24 heures sur 24 et correcte et en fait, qui va faire que la personne va avoir sa réponse tout de suite. Elle va pas attendre au téléphone, elle va pas devoir envoyer un email. Elle peut avoir sa réponse. Et c'est ça le bot d'où il vient. Il peut faire du bot d'appel sortant pour qualifier une demande, faire une relance, faire un rappel, etc., etc. Soit du bot d'appel entrant. Et à ce moment-là, on est là, par exemple, pour déclarer un sinistre 24 heures sur 24, faire un suivi de colis, etc., etc. Et ça, en fait, tu réponds à deux demandes du client. Un, le self-care. Les gens veulent se débrouiller tout seuls. Ils n'ont pas forcément besoin d'un conseiller. Mhm. Et deux, en fait, la rapidité. Et ça, c'est important. Mais pour que ça marche, il faut en fait que le bot réponde correctement. Parce qu'en Merci. fait, C'est là que je avant m'en tout, allais, moi. C'était ma prochaine question parce il y a des bots un peu partout. Puis je trouve que ça ouais, crée beaucoup de frustration chez justement les clients. Donc, oui, exactement. Bah, en comment. fait, les bots, en fait, il y a une énorme polarisation au niveau des bots. C'est-à-dire que soit les gens sont hyper satisfaits et disent merci au bot, soit les gens sont très satisfaits et ils engueulent le bot. Il n'y a pas de milieu. Parce qu'en fait, le bot, soit il sait bien faire sa mission et les gens sont super contents, soit il ne sait pas. Et là, ça fait de la frustration et les gens sont énervés. Et, et dans les outils du parcours client, donc Elu Service Client d'année fait une étude chaque année sur les différents canaux de communication. Et les bots, c'est celui qui a la moins bonne note. Ils sont à Mhm. moins de 50% de satisfaction. Pourquoi? Parce qu'on a une promesse qui est trop importante. Tous les bots qui disent en quoi puis-je vous aider, il faut arrêter ça. Le bot doit dire je dois vous aider pour telle mission, telle mission, telle mission. Et s'il y a une autre mission, à ce moment-là, je transfère vers un escalier, un conseiller en escalade. Mhm. Et pareil pour le callbot. Le callbot, c'est le bot au téléphone. Mhm. S'il y a deux incompréhensions, il faut automatiquement passer un conseiller en disant voilà, je ne comprends pas votre réponse, je veux passer un conseiller. Parce qu'en fait, il ne faut pas coincer le client dans une boucle. Et c'est OK. pour ça qu'il faut vraiment travailler l'expérience client. Et en fait, quand on réussit un bon bot, c'est qu'il faut en fait cloner le meilleur conseiller du centre de contact. C'est pour ça qu'il faut intégrer les personnes du centre de contact dans les tests et faire au moins 3 sessions de validation du bot. Et donc, le chatbot, moi, à chaque fois, je le dis, on en a mis plusieurs en place. Il faut en fait que sa mission soit définie clairement. Voilà ce que je peux faire. Et il faut travailler la complétude et la pertinence des réponses. La complétude, c'est dire que j'ai une réponse qui est la plus complète possible. Parce que si c'est pas clair, si la personne a un doute, elle va dire, je préfère parler à un agent. Voilà. Ouais. Et donc, la complétude et la pertinence et la personnalisation des réponses. Parce que si c'est pour refaire une FAQ qui est déjà visible, ça ne sert à rien parce que le client, Ouais. généralement, il arrête à regarder. Ouais. Et le troisième point, c'est faire l'escalade, dire escalader quand il n'a pas compris vers en fait un agent. C'est comme ça en fait qu'on fait un bon bot. Comme je te disais, moins de 50% en moyenne pour les bots classiques du stand du marché. Quand tu as une escalade vers un conseiller, tu peux arriver à un taux de 90%, 80, OK. 85-90%. Quand tu n'as pas d'escalade vers un conseiller, généralement, nous, on le voit, tu as un taux de satisfaction qui est à peu près de 2 tiers, 66%. C'est pour ça, en fait, OK. qu'il est important de mettre toujours une escalade vers un conseiller, vers un agent. OK. Écoute, c'est assez clair parce que je pense que le gros problème qu'on a présentement, c'est que tout le monde a un bot, puis ne sait pas forcément comment le placer, puis le rendre pertinent pour la clientèle qui les reçoit. Oui, voilà, il faut que ça rende service et il faut penser aux clients et à ses demandes et pas, il faut vraiment être empathique et pas penser à ce que moi je voudrais que le bot fasse. Ouais, effectivement. En fait, c'est de l'expérience client. Mm, Se mm, mettre dans mm. les chaussures de ton client à chaque Tout fois. à fait. Ouais.
Écoute, c'était super intéressant. C'est sûr qu'habituellement, on fait un podcast de 20 minutes, mais c'était impossible de t'arrêter parce que tout ce que tu donnais comme information était super intéressante. Si quelqu'un veut te rejoindre, entrer en contact avec toi, c'est quoi? Quelles sont tes Bah, coordonnées? c'est simple, mon blog conseilmarketing.com, donc conseil avec un S, conseilmarketing.com. OK. Donc, vous tapez Frédéric Canevette sur LinkedIn et vous tombez sur moi. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur tout ce qui est enquête de satisfaction, solution de centre de contact, chatbot, callbot, il suffit d'aller sur eloquent.com. Parfait. Écoute, merci beaucoup, Fred. C'était passionnant. Je ne pouvais même pas t'interrompre, j'arrêtais pas de t'écouter. Merci à vous, nos auditeurs, qui nous écoutez encore chaque 2 semaines. On se revoit donc dans 2 mercredis. Au revoir. Au revoir.